À Cobry, vous écoutez Radio Liberté 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. 226 établissements non reconnus et irrécupérables devraient être fermés au cours de l'année scolaire 2018-2019. Près de 3 mois après, quel est le constat sur le terrain? Nous vous proposons un extrait d'un dossier qui sera diffusé en fin d'édition. 0,82%, c'est le taux de production des articles scientifiques de l'Afrique à travers le monde à la date de l'année 2015. Une situation qui traduit la domination de l'Afrique au plan culturel et scientifique selon le professeur Mahamadé Savargo. Il est notre invité dans ce journal. L'exploitation des ressources naturelles des pays africains par les puissances occidentales au détriment des populations locales est une preuve que l'impérialisme a sa mainmise sur ces pays. Celui-ci se manifeste sous diverses formes, parmi lesquelles la présence militaire de ces puissances, qui est d'ailleurs dénoncée par les populations. Pour la rédaction de Radio Liberté, le démantèlement de ces forces est nécessaire et le peuple trouvera les moyens de s'organiser en vue de prendre en charge sa sécurité. C'est le sujet de l'éditorial de ce vendredi. Bonsoir à tous et à toutes et merci de suivre le journal sur Radio Liberté. Nous débutons par le procès du putsch manqué à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le général Gilbert Diendéré est à son 4e jour d'audition et il reste toujours campé sur sa position. On fait le point de l'audience de ce jour avec Idrissa Koumbem. À son 4e jour d'interrogatoire, le général Gilbert Diendéré s'est prêté aux questions du parquet militaire. Le parquet militaire est revenu sur les déclarations faites par l'accusé et celles contenues dans ses procès-verbaux. Pour le parquet militaire, il y a une inadéquation entre ces déclarations. À titre illustratif, le parquet évoque la somme de 85 millions de francs CFA que le général a offert aux éléments du RSP. En effet, le général dans ses propos avait déclaré reçu cette somme du chef d'état-major général de la présidence ivoirienne, le général Diomandé. Mais devant la barre, le général a soutenu que la dite somme provenait de ses propres fonds. Également, le parquet a fait remarquer que le général, dans ses procès-verbaux, a déclaré que le coup d'État a été fomenté par un groupe de sous-officiers dont le noyau était composé de l'adjudant-chef Nebié Moussa alias Rambo et l'adjudant Nyonzan Florent. Mais devant la barre, le général livre une autre version en estimant que ces deux officiers n'avaient pas à l'idée de faire un coup d'État, mais de résoudre la crise qui prévalait au RSP. Revenant également sur la déclaration du CND, le parquet militaire a estimé que contrairement aux propos de l'accusé, tendant à faire croire qu'il a été le seul à rédiger la dite déclaration, n'est pas juste. Pour corroborer son affirmation, le parquet militaire brandit le procès verbal du lieutenant Jean-Sylvestre Korogo où celui-ci affirme que la déclaration a été préparée par des officiers au bureau du chef de corps dans la nuit du 16 septembre. Pour ce qui est de cette déclaration, le général Gilbert Diendéré dit ne pas faire un commentaire des déclarations d'un accusé ou d'un témoin. L'audience a été suspendue à 16h30 et reprend lundi 3 décembre. Le général Gilbert Diendéré comparaît dans le dossier du putsch manqué du 15 septembre 2015 pour répondre de 5 faits à lui reprocher. Il s'agit des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires, d'incitation à commettre des actes contraires au règlement et au devoir des armées et de trahison. La coalition nationale de lutte contre la vie chère CCVC a organisé hier jeudi une journée nationale de protestation pour dire non à l'augmentation du prix du carburant. À Ouagadougou, elle a observé une marche en direction du ministère du Commerce où elle a remis un message au premier responsable de ce département avant de regagner la bourse du travail pour tenir son meeting. À l'occasion, le message central a été lu par le vice-président de la CCVC, Chrysogono Zoukmoure. L'essentiel de ce message avec Dasmane Nyangane. À l'appel de la CCVC, nous voilà debout ce jour 29 novembre 2018 sur l'ensemble du territoire national pour dire non à la hausse des prix des hydrocarbures.
C'est par ces mots que le premier vice-président de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC a entamé son message à l'adresse des manifestants qui ont répondu à l'appel de la structure. Chrysogonos Jugmore n'a pas mâché ses mots à l'endroit de la mesure de hausse des prix des hydrocarbures, mais aussi de ceux qui l'ont prise. Une mesure brusque, injustifiée et injustifiable, prise dans un contexte extrêmement difficile pour la très grande majorité de nos populations des villes de campagne qui ploient déjà sous le poids de la vie chère et la misère. Une mesure inique, cynique, cruelle et criminelle donc, prise sans état d'âme par un gouvernement exécutant au quart de tour les injonctions du FMI et de la Banque mondiale, mais sourd et muet face aux cris de détresse des Burkinabés. Un gouvernement qui joue au sourd-muet face aux appels incessants à effectuer des audits indépendants de certaines sociétés d'État, dont le Sonabi, qui semble constituer une caverne d'Alibaba pour les différents régimes se succédant au pouvoir. Pour lui, le gouvernement qui demande un effort de guerre aux populations oublie que le peuple burkinabé est déjà en guerre contre plusieurs maux tels la faim, le chômage, l'impunité, la corruption. Ainsi, le premier vice-président de la CCVC et ses camarades disent attendre aussi du gouvernement un effort de guerre. Par la réduction des salaires des ministres, par l'annulation des privilèges en eau, électricité, véhicules de luxe, etc., dont bénéficient ces membres du gouvernement, par toutes mesures à prendre pour faciliter l'arrestation et le jugement de tous les pilleurs de deniers publics et autres voleurs de la République. Pour Chrysogonos Jugmore, certains membres du gouvernement, insolents et irrespectueux par leur attitude et propos, méprisent et insultent le bas peuple parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils leur demandent alors de faire attention et se ressaisir. Car, en réalité, le pouvoir, c'est le peuple, a-t-il martelé, tout en concluant son message en appelant de nouveau à la mobilisation pour la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune ce 13 décembre 2018. Cette journée de protestation a été également marquée par une grève de 24 heures. Au cours du meeting, le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Bassolma Bazié, par ailleurs porte-parole des syndicats signataires du préavis de grève, a salué la mobilisation de l'ensemble des travailleurs, des partis politiques et des organisations de la société civile. Il a aussi invité le gouvernement à trouver des solutions aux préoccupations posées. Idrissa Koumbem. Le leader syndical Bassolma Bazié a, à l'entame de son message, adressé un mot de remerciement à l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile qui ont appelé leurs militants à cette journée de protestation, bien qu'ils ne soient pas membres de la coalition de lutte contre la vie chère. Nous tenons à signifier notre grand respect et considération à l'ensemble des organisations qui, certes, ne font pas partie pour le moment de la coalition, mais qui ont décidé d'appeler leurs militants de façon solidaire à cette manifestation, parce que tout simplement, les revendications qui étaient déposées auprès du gouvernement, ce ne sont pas seulement des revendications qui engagent les travailleurs, mais ce sont des revendications non seulement populaires, légitimes, prenant en compte l'ensemble des aspirations de toutes les couches du peuple burkinabé. Bassolma Bazié a par ailleurs mis en garde le gouvernement vis-à-vis d'une quelconque tentative de répression des travailleurs qui respecteront le mot d'ordre de 24 heures. Que ce soit un journaliste qui soit inquiété, que ce soit un travailleur qui soit inquiété, que ce soit un élève, un étudiant, un paysan, un acteur de la société civile qui soit inquiété parce qu'il a pris part à cette marche d'aujourd'hui, nous avons dit que le peuple burkinabé, il sait être patient. Il sait être magnanime, mais quand on le pousse jusqu'au bout, il montre également qu'il sait pousser jusqu'au bout. Ce débrayage de 24 heures est une grève d'avertissement en espérant la satisfaction de leur plateforme revendicative, a fait savoir le secrétaire général de la CGTB.
Suite de ce journal, 226 établissements, dont 113 dans la région du centre, devaient rester fermés cette année scolaire 2018-2019. L'information avait été rendue publique par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Stanislas Waro, en début septembre 2018. Cela fait suite à une mission de recensement des structures privées d'éducation et d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire des services techniques relevant de son département, effectuée du 23 juillet au 4 août 2018. Infrastructures inadéquates, superficie insuffisante, cadre inapproprié pour les apprenants sont entre autres raisons prévalues pour déclarer les 226 établissements non reconnus et irrécupérables qui doivent rester fermés. 2 mois après la rentrée scolaire, quel constat faire de cette mesure d'interdiction? Nous vous proposons un dossier sur ce sujet à partir de 19h05, mais en attendant, suivez cet extrait. Les 226 établissements préscolaires primaires, post-primaires et secondaires sommés de fermer dès cette année scolaire 2018-2019 ne remplissent pas les conditions d'ouverture car elles présentent de réels dangers et de graves risques d'insécurité aussi bien pour les apprenants que pour le personnel enseignant et autres usagers, a confié le ministre Stanislas Waro au cours de sa sortie médiatique. Son département avait procédé à la publication de la liste des dites écoles à fermer. Les promoteurs de ces écoles hors la loi se recrutent dans plusieurs milieux. Même des personnes censées veiller à l'application des lois se retrouvent parmi ces inciviques. Il y a des cadres de l'administration publique, des élus, conseillers, maires, députés, des leaders coutumiers et religieux qui sont responsables d'écoles non reconnues et à fermer, apprend-on auprès d'une source au ministère en charge de l'éducation. Et malgré le fait qu'ils aient été sommés de fermer leurs écoles, certains y juraient de moult pressions par personnes interposées pour ne pas respecter la mesure. Mais le 4 octobre 2018, au cours d'un point de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'éducation est resté formel. Nous avons adressé à chacun des 26 établissements une notification de fermeture. Et actuellement, nos équipes sont sur le terrain pour s'assurer que les établissements fermés ont effectivement fermé. Et nous allons continuer ce travail-là jusqu'à une certaine période de l'année qui ne permet plus de rouvrir. Parce qu'on a aussi eu des informations comme quoi certains établissements ont changé de nom. Ça, c'est possible. Puisque vous n'êtes pas reconnu, vous n'existez pas dans notre base de données. En tout cas, nous sommes déterminés à ce que ces établissements-là, les 226, n'ouvrent pas cette année. Cette mission de vérification dont parle le ministre a été effectuée du 1er au 12 octobre 2018 par la direction de l'enseignement général privé. Bien que leur nom figure parmi les 226 établissements à fermer, certains établissements ont bravé la décision de fermeture et ont ouvert leurs portes dès la rentrée scolaire 2018-2019. Karim Kaboré est le premier responsable de la dite direction. On rappelle ces 226 établissements qui devraient fermer au regard donc des conditions déplorables d'existence de ces établissements qui, il faut le rappeler toujours, n'offrent pas de garantie de sécurité ni de qualité des enseignements et apprentissages pour les élèves. Quand on fait le point, on s'est rendu compte qu'il y a 83 qui ont effectivement fermé. Il y a 67 qui fonctionnent malgré les notifications de fermeture. Et ensuite, 76 établissements ont évolué positivement allant dans le sens de la régularisation. Il y a des établissements qui ont changé de site, qui ont réhabilité les infrastructures qui étaient délabrées. Zoom sur le web. La journée nationale de protestation organisée hier jeudi par la CCVC est le sujet qui retient l'attention des internautes sur la toile. Nous retrouvons Rabi Kaba pour la synthèse de leur réaction. Sur son profil Facebook, Talban Gamene salue la mobilisation lors de la journée nationale de protestation du 29 novembre qui selon lui a été un grand succès. Il déclare ceci, je cite, « Le peuple a su se départir des mesures et déclarations de bas niveau pour effectuer cette marche de très haut niveau. » Sous un ton ironique, il poursuit sa publication en ces termes, je cite, « Ce qui me fait mot est que je suis monté sur le rond-point des Nations Unies pour voir la queue de la marche, mais ma vue m'a lâché. Pas que j'ai un problème de vue, mais plutôt que la queue était imperceptible. » Fin de citation.
Sibiri Yaogo lui estime que chaque Burkinabé doit prendre la mesure de la situation et se ranger dans le camp du peuple. À ce propos, il fait la déclaration suivante. La monstrueuse mobilisation entre griffes que nous avons vécue promet un lendemain radieux car elle témoigne d'une prise de conscience qui se généralise au Faso. En une phrase, Alexandre Soulama laisse entendre juste un avertissement d'abord. Le peuple n'est pas encore en colère, donc les bons petits des institutions de Banque mondiale et du FMI là, revoyez votre position. Dans la même veine, Ishaka Kabore ajoute ceci. Cette grève n'était qu'un avertissement et devrait beaucoup inspirer. Avec nos organisations, la politique de l'autruche et du ventre est automatiquement vouée à l'échec. Salif Traoré, quant à lui, estime qu'il y a certaines autorités qui se prennent trop la tête en pensant qu'elles sont là pour les moutons. D'ici là, le peuple aura la parole pour dire le dernier mot, note-t-il. Et Pascal Ilboudo d'ajouter par ses interrogations. Pourquoi cette fébrilité du côté du nouveau clan au pouvoir? L'amnésie face aux revendications? Ce qui est sûr, les tests liberticides ne résoudront pas les problèmes du peuple. Paz Yen lui publie une photo mettant en évidence le ministre en charge du commerce Aruna Kabore, en train de recevoir le message du premier vice-président de la CCVC. Il accompagne la dite photo du commentaire suivant. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous marchions tous ensemble. La page invitée. À la date de l'année 2015, les pays africains dans leur ensemble produisent en gros 0,82% des articles scientifiques à travers le monde. Un des éléments sur lesquels s'appuie le professeur Mahamadé Savadogo pour soutenir la thèse de la domination culturelle et scientifique de l'Afrique, d'où l'urgence de remédier à la situation. Le coordonnateur du Manifeste des intellectuels pour la liberté, une structure qui est aussi membre de l'organisation des 3e journées anti-impérialistes, est notre invité et se prête aux questions de Dasmane Nyangane. Professeur Mahamadé Savadogo, bonjour. Bonjour. Comment se manifeste de nos jours la domination culturelle et scientifique, notamment dans les pays africains? Elle se manifeste d'abord dans le déséquilibre particulièrement important que nous trouvons entre la part des œuvres que nous recevons de l'extérieur et celle des œuvres que nous produisons à partir de nos pays. Et d'une manière plus significative encore, si on considère la part même des productions scientifiques en particulier des pays africains en comparaison avec d'autres continents du monde, on se rend compte que cette part-là vraiment est peu importante. On considère par exemple qu'à la date de l'année 2015, les pays africains dans leur ensemble, aussi bien Afrique du Nord que Afrique subsaharienne comprise, produisent en gros 0,82% des articles scientifiques à travers le monde. Et si on remonte un peu plus loin, par exemple à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, cette part-là n'augmente pas. Ce n'est pas que dans l'absolu ça n'augmente pas, mais c'est que les autres pays aussi augmentent leur part de production, si bien que, au bout du compte, ce que nous, les pays africains, nous apportons reste largement insuffisant par rapport à ce que les autres apportent. Donc, pour me résumer, d'abord, au niveau des œuvres culturelles et scientifiques d'une manière générale, nous recevons plus d'œuvres que nous n'en produisons ou exportons. Et ensuite, au niveau des œuvres scientifiques en particulier, notre part dans la production des articles scientifiques est vraiment insignifiante par rapport à celle des autres continents. Est-ce que cette domination est aussi perceptible dans les programmes d'enseignement? Au niveau des programmes d'enseignement, il y a un effort qui a été fait depuis plusieurs années
pour essayer de prendre en compte l'histoire de l'Afrique et puis tenir compte aussi des productions africaines, même si il reste encore beaucoup d'aspects sur lesquels il faudrait intervenir. Mais le problème fondamental qui se pose à nous, c'est que notre enseignement est essentiellement basé sur la langue française. Et dans d'autres pays africains, c'est l'anglais. Et c'est la langue de la puissance qui nous domine. Et ça, c'est un problème structurel. Donc, même si nous faisons l'effort pour prendre en compte les réalités africaines dans nos programmes, nous restons confrontés à ce problème structurel qui consiste en ceci que la langue même de travail est celle de la puissance qui nous domine, ou des puissances qui nous dominent d'une manière générale. Tout de même, en termes de production culturelle et scientifique, on peut parler d'une certaine contribution des pays africains. Oui, évidemment, il y a même des secteurs où il y a un certain dynamisme. Par exemple, au Burkina Faso ici, vous savez qu'on est considéré comme le pays du cinéma en Afrique et un secteur comme le théâtre est dynamique ces dernières années. Mais de façon générale, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que même beaucoup d'activités culturelles sont dépendantes de financement extérieur, d'institutions extérieures. Si on fait la part des financements qui sont apportés par nos institutions nationales sur place, on se rend compte qu'elle est là aussi de loin moins importante que la part de financement que nous attendons de l'extérieur. Et ça, c'est aussi un problème. En admettant que nous recevons beaucoup des autres que nous n'en produisons, n'est-ce pas aussi une ouverture au monde qu'il faut saluer? Oui, de toute façon, l'ouverture au monde est indispensable. On ne peut pas développer la culture et la science en ignorant complètement ce qui se passe dans d'autres pays. Mais pour parler d'ouverture, il faut s'assurer qu'on a une certaine maîtrise même de son propre univers. Or, dans notre cas, ce qui fait problème, c'est que jusqu'à présent, notre maîtrise sur notre propre univers est extrêmement faible. C'est pour cela que on ne peut pas parler d'ouverture, il faut parler purement et simplement de domination. Parce que l'ouverture signifie que vous avez la capacité d'orienter les rapports, les échanges avec l'extérieur, et comme par exemple certains pays qui contrôlent les entrées des produits culturels et qui même prennent des mesures pour protéger leur propre production et les faire connaître par leurs concitoyens. Vous l'avez dit, la part de contribution en termes de production culturelle et scientifique, 0,82% en 2015. Finalement, comment y remédier? Pour y remédier, il y a des mesures structurelles à prendre. Il faut savoir que le développement des universités et des institutions de recherche reste faible dans nos États. Par exemple, la part de Burkinabés qui accèdent à l'enseignement supérieur dans notre pays aujourd'hui reste extrêmement faible par rapport à la population scolarisable. Ensuite, il y a aussi des dispositions à prendre pour créer des structures de diffusion et de développement des connaissances scientifiques, par exemple les revues scientifiques, les maisons d'édition, les rencontres scientifiques. Donc, il y a tout un ensemble d'actions que nous devons avoir en vue pour pouvoir un tant soit peu avancer et essayer de relever notre part globale à la production scientifique. Professeur Mahamadé Savadogo, merci. C'est moi qui vous remercie. Avant de poursuivre ce journal, cette information sportive, en bref, la Coupe d'Afrique des Nations n'aura plus lieu au Cameroun. L'information a été donnée ce vendredi
par le président de la Confédération africaine de football. Les pays africains regorgent des ressources naturelles qui sont malheureusement exploitées par les puissances occidentales au détriment des populations locales. Une situation qui démontre que l'impérialisme est bien présent dans ces États et se manifeste d'ailleurs sous plusieurs formes, notamment au plan politique, économique et militaire. Face à la présence des forces étrangères en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier, la rédaction de Radio Liberté juge nécessaire le démantèlement de ces forces et reste convaincue que le peuple trouvera les moyens de s'organiser en vue de prendre en charge sa sécurité. Suivons l'éditorial de ce vendredi avec Danouma Ismaël Traoré. La loi fondamentale du Burkina, en son article 4, dispose que les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie et dans le respect du développement durable. Comme on peut le remarquer, les ressources naturelles du Burkina doivent évidemment servir à son développement. Pourtant, la réalité est tout autre, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. Ainsi, l'or et le coton du Burkina, l'uranium du Niger, le pétrole de la Libye, du Nigeria, du Congo et bien d'autres, plutôt que de profiter aux populations, sont gérés par des multinationales françaises, canadiennes, britanniques, américaines, etc. Au Burkina, par exemple, ce sont seulement 10% des revenus de l'exploitation de l'or qui reviennent à l'État, faisant que le boom minier a du mal à se répercuter sur le vécu des populations ténaillées par la vie chère, la famine et la misère. S'il est vrai que cela est une conséquence des accords de coopération entre les différents États, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il ne pouvait en être autrement du moment où les pays africains pour la plupart sont dominés sur tous les plans. Plus de 50 ans après les indépendances formelles, les pays africains restent pourvoyeurs de matières premières à vil prix comme au temps de la période coloniale. Aucune possibilité de transformer ces ressources naturelles dans les pays qui les produisent. C'est cette domination qui est appelée impérialisme, bien que certains tentent de faire croire qu'il est fictif et lointain. Cet impérialisme, en plus de se manifester sur le plan politique, économique, culturel et scientifique, est également perceptible avec les présences et interventions militaires étrangères sur le sol africain, violant ainsi la souveraineté des pays. Des accords de coopération militaire sont signés, laissant libre cours à tout abus d'une partie sur une autre puisqu'il s'agit d'une coopération entre un pays dominé et une puissance dominante. La signature en janvier 2015 de l'accord de défense signé entre la France et le Burkina en est illustratif. En effet, relativement au détachement des militaires français sur le territoire, Rita Bogoré, ancienne ministre déléguée chargée de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, affirmait à l'hémicycle en avril 2016 que l'objectif était d'approfondir la coopération entre les deux pays en matière de défense en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale des deux États. Pourtant, l'accord prévoit en son article 4 que pendant la durée de sa présence, le personnel militaire de la partie française bénéficie à l'égard de la partie burkinabé des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la Convention et les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. Quel paradoxe! Selon l'Association de défense des droits humains Survie, dans un article intitulé L'armée française en Afrique, depuis 1960, la France a officiellement effectué plus d'une soixantaine d'interventions militaires en Afrique, auxquelles il faut ajouter les interventions officieuses. Dans le fond, ces interventions sont loin d'être des actions de solidarité avec les peuples africains, mais plutôt des réactions en fonction des intérêts du moment. C'est la raison pour laquelle elle est intervenue dans les conflits internes quand elle a vu ses intérêts menacés au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et en Libye. L'expérience des interventions étrangères montre d'ailleurs qu'elles n'ont jamais ramené la paix de façon durable dans un pays. Les Burkinabés ont aussi une mauvaise expérience de l'intervention militaire sur leur sol. Ce sont bien les forces françaises qui ont exfiltré l'ancien président Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire dans l'optique de le soustraire à la justice. Au vu de ces éléments et tenant compte du fait que la représentation nationale n'a pas donné son accord pour l'installation de ces forces sur le sol burkinabé, il convient d'exiger leur démantèlement. Notre peuple s'organisera pour prendre en charge sa sécurité. C'est cela aussi la souveraineté. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Toute l'équipe de Radio Liberté se joint à moi pour vous souhaiter un bon week-end en compagnie de nos programmes.